Désolé, je crois que vous vous trompez. C'est cette phrase qui a tout fait basculer. 5 mots, prononcés par un homme que j'avais enterré 8 mois plus tôt. Je m'appelle Nadège Allard. J'ai 71 ans. Et voici l'histoire que personne n'a voulu croire. Pas même moi au début. Tout a commencé un jeudi après-midi, au supermarché Leclerc de la rue Danton. J'y vais toujours le jeudi, vers 14 heures, quand les allées sont calmes et que je peux prendre mon temps. Depuis que Rémi est parti, j'ai besoin de ces rituels. Ils me rassurent. Ils me prouvent que la vie continue, même quand on a l'impression qu'elle s'est arrêtée. Ce jour-là, j'étais au rayon des fruits. Je cherchais des poires bien mûres. Rémi adorait les poires au sirop. Je ne sais pas pourquoi j'en achète encore. Peut-être par habitude, peut-être parce que renoncer à ces petits gestes, c'est accepter qu'il ne reviendra jamais. Et puis, je l'ai vu, au bout de l'allée, dos tourné. Un homme en pardessus gris, le col légèrement relevé. La même silhouette, la même démarche un peu raide, à cause de cette vieille blessure au genou. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis approché lentement, les jambes tremblantes. Mon panier est tombé. Les poires ont roulé par terre. Je m'en fichais. Rémi? L'homme s'est retourné. Et là, j'ai cru que j'allais m'effondrer. C'était lui, le même visage, les mêmes rides au coin des yeux. Cette petite cicatrice sur la tempe gauche, là où il était tombé du vélo quand il avait 12 ans. Même ses mains que j'avais tenues pendant 46 ans. Rémi! Mon Dieu, Rémi, c'est toi! J'ai couru vers lui. J'ai tendu les bras. Les larmes coulaient déjà sur mes joues. 8 mois de douleur, de nuits blanches, de questions sans réponse, tout remontait d'un coup. Mais lui, il a reculé. Il m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Pas de la tendresse, pas de la reconnaissance, juste de la confusion, et peut-être un peu de pitié. Désolée, madame, je crois que vous vous trompez. Sa voix, mon Dieu, sa voix, c'était exactement la sienne. Ce timbre un peu grave, cette façon de prononcer les R un peu trop fort, comme tous les hommes de sa génération nés dans le Jura. Non, non, c'est impossible. Rémi, c'est moi, c'est Nadège. Qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu? Il a jeté un regard inquiet autour de lui. Quelques clients commençaient à s'arrêter. Une employée s'est approchée, l'air concerné. « Madame, ça va? Vous avez besoin d'aide ?» Mais je ne la regardais pas. Je ne regardais que lui, que cet homme qui avait le visage de mon mari, qui portait son alliance. Oui, son alliance. Je l'ai vu briller à son annulaire gauche, une simple bague en or blanc avec une petite inscription à l'intérieur, NNR, pour toujours. Je la reconnaîtrai entre 1000. C'est moi qui l'avais choisie. « Votre alliance? Comment l'avez-vous » L'homme a baissé les yeux vers sa main. Il a eu l'air gêné. « Écoutez, madame, je suis vraiment désolé pour votre confusion. Mais je ne sais pas qui est ce Rémi. Mon nom est Julien, Julien Marchand. Je vis à Neuilly depuis 30 ans. Je ne vous connais pas. Julien. Il s'appelait Julien. Mais c'était son visage, sa voix, son alliance. L'employé m'a pris doucement par le bras. « Madame Allard, venez, je vais vous chercher un verre d'eau. » Comment connaissait-elle mon nom? Ah oui, la carte de fidélité. Ils connaissent tous mon nom ici. Je me suis laissé guider vers un banc près de la sortie. Mais mes yeux ne quittaient de pas cet homme. Il remettait ses courses dans son panier. Il évitait mon regard. Il avait l'air troublé, pas en colère, juste troublé. Avant de partir, il s'est retourné une dernière fois. Nos regards se sont croisés. Et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. Quelque chose que je n'arrive pas à nommer. De la reconnaissance? Du doute? Je ne sais pas. Puis il est sorti. Je suis restée assise là pendant 20 minutes. L'employée m'a apporté de l'eau. Elle m'a parlé. Je n'ai rien entendu. Dans ma tête, une seule question tournait en boucle. Comment un homme mort peut-il marcher dans un supermarché et porter son alliance? Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai sorti l'album photo. J'ai regardé toutes les photos de Rémi. Son sourire, ses yeux. Cette cicatrice à la tempe. Tout correspondait. Parfois, on fait confiance à ses yeux. Parfois, on fait confiance à son cœur. Mais quand les deux vous disent la même chose et que le monde vous dit que vous avez tort, qui croire? Et vous? Avez-vous déjà vu quelqu'un que vous pensiez avoir perdu pour toujours? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Les jours qui ont suivi, je suis devenue une autre personne. Ou plutôt, je suis devenue quelqu'un que je ne me connaissais pas.
quelqu'un d'obsédé, quelqu'un qui ne dort plus, quelqu'un qui attend devant un supermarché comme une voleuse, cachée derrière sa voiture, les mains tremblantes sur le volant. C'est ce que je faisais, tous les jours, à la même heure, parce que j'avais besoin de le revoir, de comprendre, de savoir si j'avais vraiment perdu la raison ou si le monde, lui, était devenu fou. Ma fille Camille est venue me voir le dimanche suivant. Elle apporte toujours des croissants de la boulangerie Pradier, celle que Rémi aimait tant. Elle s'assoit dans la cuisine, verse le café et me regarde avec ses yeux inquiets qu'elle a depuis l'enterrement. « Maman, tu as une mine affreuse. Tu dors ? Je ne lui ai rien dit. Comment lui expliquer ? Comment dire à sa propre fille qu'on a vu son père au supermarché 8 mois après l'avoir enterré ? Elle appellerait un médecin, elle parlerait de chagrin pathologique, de deuil compliqué. Elle emploierait tous ces mots que les psys utilisent pour dire qu'on est devenu folle. Je dors, ma chérie. C'est juste que, tu sais, les nuits sont longues. Elle a posé sa main sur la mienne. Papa te manque. Je sais. Il me manque aussi. Mais il faut que tu continues à vivre, maman. Papa ne voudrait pas te voir comme ça. Papa, si elle savait que papa porte peut-être un autre nom, qu'il vit peut-être à Neuilly, qu'il a peut-être une autre vie, une vie dont nous ne savons rien. Non, c'est ridicule. Rémi est mort. J'étais là. J'ai tenu sa main quand il a rendu son dernier souffle. J'ai vu son corps dans le cercueil. J'ai jeté la première poignée de terre sur son cercueil. On ne revient pas de ça. Camille est partie vers 15 heures. J'ai attendu qu'elle disparaisse au bout de la rue. Puis, j'ai pris mon manteau, mes clés, et je suis retourné là-bas, au supermarché. Le parking était presque vide. Il était 16 heures passées. J'ai garé ma voiture à l'écart, près des conteneurs, là où personne ne fait attention. J'ai coupé le moteur, et j'ai attendu. 1 heure, 2 heures, les gens entraient, les gens sortaient, des familles, des couples, des personnes seules avec leur caddie et leur vie bien rangée. Et puis, à 17h23 exactement, je l'ai vu. Lui, il marchait d'un pas tranquille, les mains dans les poches de son pardessus, le même pardessus gris. Il portait une écharpe bordeaux que je ne connaissais pas. Mais tout le reste était Rémi. Mon cœur s'est emballé. Cette fois, je ne me suis pas précipitée. Je suis restée dans ma voiture. Je l'ai regardé entrer dans le supermarché. J'ai compté jusqu'à 100. Puis je suis sortie. J'ai marché lentement, discrètement. Je suis entrée. Je l'ai cherché du regard. Il était au rayon boucherie. Il parlait avec le boucher, Monsieur Fernand, celui qui nous servait toujours nos côtes d'agneau le samedi. Il riait. Une plaisanterie, sans doute. Monsieur Fernand a toujours eu le sens de l'humour. Je me suis cachée derrière le rayon des conserves. J'observais. Il a pris un paquet. De la viande hachée. Rémi détestait la viande hachée. Il disait qu'on ne savait jamais ce qu'il y avait dedans. « Si tu veux du bœuf, prends du bœuf entier », répétait-il toujours. Mais cet homme, Julien, il prenait de la viande hachée sans hésiter. Puis il est passé au rayon fromage. Il a choisi un camembert. Un vrai camembert de Normandie, au lait cru. Ça, c'était bien Rémi. Il était intransigeant sur les fromages. Je le suivais de loin, allée après allée, pâtes, légumes, vin. Il prenait son temps. Il lisait les étiquettes, il comparait les prix. À un moment, il s'est arrêté devant les poires, les mêmes poires que la semaine dernière. Il en a pris 3, les a soupesées, puis les a mises dans son panier. Quelque chose s'est brisé en moi. Rémi faisait exactement ça. Il soupesait toujours les poires. Il faut qu'elles aient du poids, Nadège. Sinon, elles sont sèches à l'intérieur. J'ai dû faire un bruit, ou bouger trop brusquement, parce qu'il s'est retourné. Nos regards se sont croisés. Cette fois, il ne m'a pas parlé. Il m'a juste regardé, longuement. Puis, il a détourné les yeux et il est parti vers les caisses. J'aurais dû rentrer chez moi. J'aurais dû me raisonner. Appeler Camille, appeler un médecin, n'importe quoi. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis sortie avant lui. Je suis montée dans ma voiture. Et j'ai attendu. Il est sorti 10 minutes plus tard. 2 sacs de courses. Il a traversé le parking. Il est monté dans une Peugeot 308 grise. Immatriculation 78. Yveline. Il a démarré. Et moi aussi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Suivre quelqu'un. Jouer les détectives. Mais c'était plus fort que moi. J'avais besoin de savoir où il allait, où il vivait, qui il était vraiment. Il a pris la direction de Neuilly. Exactement ce qu'il avait dit. Il ne mentait pas.
Au moins sur ça. Nous avons roulé pendant 25 minutes. J'essayais de garder une distance. 2, 3 voitures entre nous. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de perdre le contrôle. Mais je tenais bon. Il a tourné dans une rue résidentielle, avenue du Roule. Des immeubles cossus. Des arbres bien taillés. Le genre de quartier où tout est propre, silencieux, et où les gens ne se mêlent pas de la vie des autres. Il s'est garé devant un immeuble en pierre de taille. Numéro 47, 5 étages, des balcons en fer forgé, une porte vitrée avec un code. Je me suis garé plus loin, sous un platane. Il est sorti de sa voiture, a pris ses courses, a composé le code, et il est entré. J'ai attendu. Quelques secondes plus tard, une lumière s'est allumée au 3e étage. Fenêtre de gauche. Je suis resté là, immobile, les yeux fixés sur cette fenêtre. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que j'espérais trouver? La lumière est restée allumée pendant 1 heure. Puis, elle s'est éteinte. Une autre s'est allumée, plus à droite. Peut-être la cuisine, ou le salon. Il vivait là. Cet homme qui avait le visage de Rémi, qui portait son alliance, qui choisissait ses poires exactement comme lui. Il vivait là, seul apparemment. Personne n'était entré ni sorti. Le ciel s'est assombri, les réverbères se sont allumés. J'ai fini par démarrer, rentrer chez moi. Mais toute la route, je n'ai pensé qu'à une chose. 47, avenue du Roule. 3e étage, fenêtre de gauche. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi non plus. Je suis restée assise dans le salon, dans le noir, avec l'alliance de Rémi serrée dans ma main. Celle qu'on m'avait rendue à l'hôpital, celle que j'avais fait graver. NNR, pour toujours. Et je me suis demandé, s'il existe 2 alliances identiques, peut-il exister 2 hommes identiques? Rémi ne m'avait jamais parlé de frère, ni de sœur d'ailleurs. Il était fils unique. Ses parents étaient morts quand il avait 20 ans. Un accident de voiture. Il n'avait plus de famille. C'est ce qu'il m'avait toujours dit. Mais les gens mentent, parfois sans le vouloir, parfois parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes. Parfois, les secrets de famille sont enterrés si profondément que même ceux qui les portent ne les connaissent pas. J'ai regardé l'alliance briller faiblement dans l'obscurité, et je me suis dit, demain, j'y retourne. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir qui partage ce moment avec moi. Il y a des décisions qu'on prend avec la tête. Et il y a celles qu'on prend avec cette partie de nous qui refuse d'abandonner, même quand tout le monde vous dit que c'est fini. Je suis retourné avenue du Roule le lendemain, et le surlendemain, et tous les jours de la semaine suivante. Je suis devenue une ombre, une vieille femme assise dans sa voiture, sous un platane, à observer la vie d'un inconnu qui avait le visage de son mari mort. Je notais tout, les heures, les habitudes, les détails. Il sortait tous les matins à 8h15, costume sombre, attaché case en cuir. Il prenait sa voiture et partait vers l'ouest. Je ne le suivais pas jusque-là. C'était trop risqué, trop de circulation, trop de chances qu'il me remarque. Il rentrait vers 18h, parfois 18h30. Le jeudi, il s'arrêtait au supermarché, toujours le jeudi, comme s'il avait, lui aussi, ses rituels. Le samedi, il ne sortait pas, ou alors très tard dans l'après-midi, pour une promenade. Il marchait jusqu'au parc de Bagatelle, s'asseyait sur un banc, regardait les gens passer. Rémi faisait ça aussi. Il adorait observer les gens. Chaque personne est un roman, Nadège, disait-il. Il suffit de savoir lire entre les lignes. Le dimanche, une femme venait, la cinquantaine, élégante, cheveux courts. Elle restait 2 ou 3 heures, puis elle repartait. Sa sœur, une amie, une femme de ménage, je ne savais pas. J'avais un carnet maintenant. Un petit carnet bleu que j'avais trouvé dans le tiroir du bureau de Rémi. Il l'utilisait pour noter ses rendez-vous médicaux. Les dernières pages étaient vierges. J'y écrivais tout. Lundi 4 mars, sortie à 8h15, costume gris, rentrée 18h20, lumière éteinte 23h, mardi 5 mars, sortie 8h15, costume bleu marine, rentrée 18h45, à parler au téléphone sur le balcon, 20 minutes environ. Mercredi 6 mars, sortie 8h10, rentrée 19h15, 2 sacs de courses, probablement un dîner prévu. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez que j'étais devenue folle. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que le chagrin nous transforme en quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Mais moi, dans cette voiture, avec ce carnet, j'avais l'impression de faire quelque chose, d'avancer,
de ne pas rester paralysée dans ce salon vide où chaque objet me rappelait Rémi. C'est le mercredi 13 mars que tout a basculé. Ce jour-là, je suis arrivée plus tôt que d'habitude. 15 heures. Je ne sais pas pourquoi. Une intuition, peut-être, ou juste le besoin de changer ma routine, moi aussi. Je me suis garée à ma place habituelle. J'ai sorti mon thermos de café, mon carnet. J'attendais. À 16 heures, la porte de l'immeuble s'est ouverte. Mais ce n'était pas lui. C'était une femme, âgée, 80 ans, peut-être plus. Cheveux blancs, tirés en chignon. Manteau noir. Elle marchait lentement, appuyée sur une canne. Elle a traversé la rue. S'est arrêtée devant une voiture. Une vieille Renault bleue. Elle a fouillé dans son sac, cherché ses clés, les a laissées tomber. Je suis sortie de ma voiture sans réfléchir. « Madame, attendez, laissez-moi vous aider. » Elle s'est retournée, m'a regardée avec un sourire fatigué. « Oh, merci ma petite, ces maudites clés. Elles m'échappent toujours, je les ai ramassées, les lui ai tendues. Elle les a prises. » Ses mains tremblaient légèrement. « Vous habitez dans le quartier ?» m'a-t-elle demandé. J'ai hésité, puis j'ai menti. « Oui. Enfin, pas loin, je venais voir une amie. »« Ah, c'est un bon quartier, vous savez. Tranquille. Les gens sont discrets. On se salue poliment, mais on ne pose pas de questions. C'est bien, parfois, de ne pas avoir à expliquer sa vie. » Elle a ouvert sa portière, s'est installée avec difficulté. « Vous connaissez bien le quartier ?» ai-je demandé, essayant de garder un ton léger. « Oh oui, j'habite là depuis 40 ans, au numéro 47, 3e étage. Enfin, j'y habitais. Maintenant, je suis au rez-de-chaussée. Les escaliers, vous comprenez? Même avec l'ascenseur, c'est devenu trop difficile. Mon cœur a bondi. Le numéro 47, 3e étage. Il y a beaucoup de monde dans cet immeuble, ai-je demandé, la voix un peu trop pressée. Elle m'a regardé bizarrement, puis a haussé les épaules. Une dizaine de familles, des gens bien, discrets, comme je vous disais. Vous cherchez un appartement? Non, non. Simple curiosité. Elle a démarré. Je suis restée là, plantée sur le trottoir, le cœur battant. 3e étage. Elle avait habité au 3e étage. Elle connaissait forcément les voisins. J'aurais dû rentrer chez moi. J'aurais dû me dire que c'était assez, que j'allais trop loin. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis retournée à ma voiture. J'ai attendu. Il est rentré à 18h30, comme d'habitude. Cette fois, je ne me suis pas contentée d'observer. J'ai attendu qu'il entre dans l'immeuble, qu'il monte, que la lumière s'allume au 3e étage. Puis, je suis sortie de ma voiture. J'ai traversé la rue. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre dans toute l'avenue. Je me suis approchée de la porte vitrée. J'ai regardé le digicode, les boîtes aux lettres. 3e étage, porte gauche, Marchand, Julien Marchand. C'était donc vrai. Ce n'était pas une invention. Ce nom existait. Cet homme existait. J'ai posé ma main sur la vitre. J'ai regardé l'escalier qui montait dans la pénombre. Quelque part, là-haut, à quelques mètres de moi, il était chez lui. Il posait ses affaires. Il allumait la radio, peut-être. Il préparait son dîner. Et il ne savait pas que je l'observais depuis 2 semaines. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je cherchais vraiment? Une preuve? Une explication? Ou juste un moyen de ne pas accepter que Rémi était parti? J'ai reculé. J'ai failli partir. Et puis j'ai vu quelque chose. Sur le tableau des interphones, à côté du nom « Marchand », il y avait un petit autocollant jaune, le genre qu'on met pour signaler qu'on accepte les colis pour les voisins. Mais ce n'était pas ça qui avait attiré mon attention. C'était l'écriture. Une écriture fine, appliquée, légèrement penchée vers la droite. L'écriture de Rémi. Je connais cette écriture. Je l'ai vue pendant 46 ans, sur des listes de courses, sur des cartes d'anniversaire, sur des petits mots laissés sur la table de la cuisine. Parti faire des courses. Je t'aime. R. Mon sang s'est glacé. C'était impossible, complètement impossible. Julien Marchand ne pouvait pas avoir la même écriture que Rémi, les mêmes gestes, les mêmes poires, les mêmes mains, la même voix. Et maintenant, la même écriture. Je suis restée figée là, devant cette porte, pendant je ne sais combien de temps. Puis quelqu'un est sorti de l'immeuble. Un homme jeune, la trentaine. Il m'a regardé bizarrement. « Vous cherchez quelqu'un, madame ?»« Non. Non, pardon. Je me suis trompée d'adresse. Je suis partie en courant. Enfin, aussi vite qu'une femme de 71 ans peut courir. Je suis remontée dans ma voiture. J'ai démarré. Je tremblais tellement que j'ai failli percuter une poubelle.
Je suis rentrée chez moi. J'ai claqué la porte. Je me suis effondrée sur le canapé. Et là, dans le silence de mon salon, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'enterrement. J'ai pleuré. Vraiment pleuré. Pas ces larmes silencieuses qu'on retient pour ne pas inquiéter sa fille. Pas ces sanglots étouffés qu'on cache derrière une tasse de thé. Non, des pleurs bruts, violents. Ceux qui viennent du ventre, ceux qui font mal à la poitrine, ceux qui vous laissent vider, tremblante, incapable de penser à autre chose qu'à la douleur. Parce que je venais de comprendre quelque chose. Soit j'étais en train de devenir folle, soit il y avait un secret dans la vie de Rémi. Un secret si profond, si impossible, que même mort, il continuait à me hanter. Et je ne savais pas laquelle de ces deux options me terrifiait le plus. Ce soir-là, j'ai sorti toutes les affaires de Rémi. Toutes. Les cartons que j'avais mis au grenier après l'enterrement. Ceux que je n'avais pas eu le courage d'ouvrir. Ses vêtements, ses livres, ses papiers. J'ai cherché. Pendant des heures, jusqu'à 3 heures du matin, je cherchais une photo, un document, une lettre, n'importe quoi qui pourrait expliquer. Un frère, un jumeau, une famille cachée. Mais il n'y avait rien. Rien que la vie d'un homme ordinaire, un professeur d'histoire à la retraite, marié, un enfant, une maison, des factures, des photos de vacances, des livres annotés, des recettes de cuisine découpées dans des magazines. Rien. Absolument rien qui puisse suggérer qu'il avait eu une autre vie, ou qu'il existait quelqu'un d'autre qui lui ressemblait. J'ai fini par m'endormir par terre, au milieu des cartons, la tête posée sur une vieille veste en tweed qui sentait encore son eau de Cologne. Quand je me suis réveillée, le soleil entrait par la fenêtre. Il devait être 9 heures passées. Mon dos me faisait mal. Mes yeux étaient gonflés. J'avais la bouche sèche. Mais j'avais pris une décision. J'allais lui parler. À cet homme, à Julien Marchand, en face, comme une adulte. J'allais sonner à sa porte. Je lui dirais la vérité. Je lui montrerais des photos de Rémi. Je lui demanderais s'il avait été adopté. Si ses parents lui avaient parlé de ses origines. Si, quelque part dans sa vie, il y avait eu un trou. Un silence. Un secret. Peut-être qu'il me prendrait pour une folle. Peut-être qu'il appellerait la police. Mais au moins, j'aurais essayé. Au moins, j'aurais posé la question. Parce que vivre avec un doute, c'est pire que vivre avec une vérité douloureuse. Et moi, je ne pouvais plus vivre avec ce doute. Je me demande encore si j'ai eu raison de faire ça. Et vous? Auriez-vous osé sonner à cette porte? Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qu'il faut faire malgré la peur qui vous paralyse. J'ai mis 3 jours à trouver ce courage. 3 jours pendant lesquels je me suis réveillée avec cette même résolution. Aujourd'hui, j'y vais. Et je me suis couchée avec cette même honte. Demain, peut-être. Le lundi, je me suis habillée. J'ai pris les photos de Rémi. J'ai pris ma voiture. Je suis allée jusqu'à l'avenue du Roule. Je me suis garée. J'ai regardé l'immeuble pendant 2 heures. Et je suis rentrée chez moi. Le mardi, j'ai fait exactement la même chose. Le mercredi, Camille m'a appelée. « Maman, tu vas bien? Tu as une drôle de voix. »« Ça va, ma chérie. Juste un peu fatiguée. Tu sors? Tu vois du monde? Tu ne restes pas enfermée toute la journée, au moins? »« Non, non. Je sors. Je fais mes courses. Je vais au parc. Mensonge, mensonge, mensonge. Je ne faisais que ça. Mentir, même à ma propre fille. Maman, si tu as besoin de parler, tu sais que je suis là, hein? Je sais, mon cœur. Je sais. » Après avoir raccroché, je me suis regardée dans le miroir de l'entrée. Qui étais-je devenue? Une femme qui suivait des inconnus, qui notait leurs moindres faits et gestes, qui mentait à sa fille, qui pleurait toutes les nuits en serrant une alliance froide dans sa main. J'ai pensé à Rémi, à ce qu'il aurait dit s'il m'avait vue comme ça. « Nadège, ma belle, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas toi, ça. » Non, ce n'était pas moi. Ou plutôt si, c'était moi. Une version de moi que je ne connaissais pas. Celle qui refuse d'abandonner. Celle qui a besoin de comprendre. Celle qui ne peut pas tourner la page tant qu'il reste une ligne à lire. Le jeudi 21 mars, j'y suis retournée. Cette fois, ce n'était pas pour observer. C'était pour agir. J'ai attendu qu'il parte le matin. 8h15, comme toujours. Costume, attaché case, voiture grise. Puis, j'ai attendu encore 1 heure, pour être sûre qu'il ne reviendrait pas, qu'il n'avait rien oublié. À 9h30, je suis sortie de ma voiture. J'ai traversé la rue. Mon cœur battait si fort que je sentais mon pouls dans mes tempes. J'ai poussé la porte vitrée. Elle était ouverte.
Quelqu'un venait de sortir. Un coup de chance. Ou du destin, peut-être. J'ai pris l'ascenseur. 3e étage. Les portes se sont ouvertes dans un soupir métallique. Couloir silencieux. Moquette bordeaux. Applique murale en laiton. Odeur de cire et de fleurs fanées. 2 portes. Une à gauche. Une à droite. Celle de gauche. Marchand. Je me suis approché. J'ai regardé la sonnette. Mon doigt tremblait au-dessus du bouton. Qu'est-ce que tu vas lui dire, Nadège? Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mais vous ressemblez trait pour trait à mon mari mort. Vous avez sa voix, ses gestes, son écriture. Auriez-vous 5 minutes pour m'expliquer pourquoi vous existez? Ridicule. Complètement ridicule. J'ai reculé. J'allais repartir. Et puis j'ai vu quelque chose. Sur le paillasson, devant la porte. Une enveloppe. Blanche. Pas timbrée. Juste un nom écrit à la main. Julien. J'ai regardé autour de moi. Personne. Le couloir était désert. Je me suis penché. J'ai ramassé l'enveloppe. Mon cœur battait à tout rompre. Ce n'était pas bien. Je le savais. C'était une intrusion. Une violation. Mais j'étais déjà allé trop loin pour m'arrêter maintenant. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac. J'ai couru vers l'ascenseur. J'ai appuyé frénétiquement sur le bouton. Les portes se sont ouvertes. Je suis entré. Au moment où les portes se refermaient, j'ai entendu une autre porte s'ouvrir dans le couloir. Une voix de femme. « Monsieur Marchand? C'est vous ?» Je n'ai pas répondu. Les portes se sont refermées complètement. Je suis rentré chez moi en roulant trop vite, les mains crispées sur le volant, le sac posé sur le siège passager comme s'il contenait une bombe. Une fois à la maison, j'ai verrouillé la porte, fermé les volets, allumé toutes les lumières. Je me suis assise à la table de la cuisine, l'enveloppe devant moi. Je l'ai regardée pendant 10 minutes, sans la toucher. Julien. Une écriture féminine, élégante, tracée à l'encre bleue. Finalement, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une carte. Pas une lettre, juste une carte de visite. Épaisse, couleur crème. Dessus, quelques mots écrits à la main. Julien, je passe dimanche vers 15h comme convenu. J'apporte les documents dont nous avons parlé. À dimanche. Marguerite. La femme qui venait le dimanche. Celle que j'avais vue entrer et sortir. Quel document? Pourquoi le dimanche? J'ai retourné la carte. Au dos, il y avait une adresse imprimée. Cabinet Bergeron and Associés Notaire 12, rue de la Pompe. 705 016. Paris, un notaire. Pourquoi un notaire rendait-elle visite à Julien Marchand le dimanche avec des documents? Un héritage? Une vente? Un testament? J'ai posé la carte sur la table. Je l'ai fixée comme si elle allait me donner les réponses. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai pris mon téléphone, j'ai cherché le numéro du cabinet. J'ai appelé, 3 sonneries, puis une voix professionnelle. Cabinet Bergeron, bonjour. J'ai pris une grande inspiration. Bonjour, je souhaiterais parler à Madame Marguerite, s'il vous plaît. Marguerite Bergeron? Oui. C'est à quel sujet, madame? C'est personnel. C'est au sujet de Monsieur Julien Marchand. Un silence. Puis, Madame Bergeron est en rendez-vous toute la matinée. Souhaitez-vous laisser un message? Non, je rappellerai, merci. J'ai raccroché. Marguerite Bergeron, notaire. Elle avait accès à des documents, des informations, peut-être des actes de naissance, des contrats, des secrets de famille. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre qui était vraiment Julien Marchand, c'était elle. Le dimanche suivant, je suis retourné avenue du Roule. Cette fois, je savais exactement ce que je cherchais. Je me suis garé à ma place habituelle. 15h moins 10. J'avais calculé. Si Marguerite Bergeron arrivait à 15h comme prévu, j'aurais juste le temps de la voir entrer. Et peut-être que j'oserais lui parler. À 15h pile, une voiture s'est garée devant l'immeuble. Une Mercedes noire, élégante, immatriculée à Paris. Une femme en est sortie, la cinquantaine, tailleur gris anthracite, cheveux courts impeccablement coiffés, une mallette en cuir à la main. Marguerite Bergeron. Elle a composé le code. Elle est entrée. J'ai attendu 5 minutes, puis je suis sorti de ma voiture. Cette fois, je ne tremblais plus. J'étais calme, déterminé. J'ai traversé la rue. J'ai poussé la porte vitrée. Quelqu'un sortait justement. Un homme âgé avec un petit chien. Il m'a tenu la porte poliment. « Merci », ai-je murmuré. Je suis monté par l'escalier cette fois. Pas l'ascenseur. Trop bruyant. Trop risqué. 3e étage. J'ai avancé doucement dans le couloir. La porte de gauche était fermée, mais j'entendais des voix à l'intérieur, étouffées.
une voix d'homme, une voix de femme. Je me suis approché, j'ai collé mon oreille contre la porte. Comprends votre réticence, Julien. Mais c'est important. Vous avez le droit de savoir. Je ne suis pas sûre de vouloir savoir, Marguerite. J'ai vécu 68 ans sans ces informations. Pourquoi maintenant? Parce qu'elle est partie. Parce qu'elle vous a laissé une lettre. Et parce que, eh bien, vous verrez par vous-même. Un silence. Puis, très bien. Montrez-moi. Un froissement de papier. Puis, plus rien. Juste un silence lourd. Pesant. J'ai attendu. Le cœur battant. Les jambes flageolantes. Et puis j'ai entendu quelque chose que je n'oublierai jamais. Un sanglot d'homme, rauque, étouffé. Mon Dieu, c'est donc vrai. Je suis désolée, Julien. Je sais que c'est un choc. Un frère. J'avais un frère. Le monde s'est arrêté. J'ai cru que j'allais m'effondrer là, dans ce couloir. Un frère. Rémi avait un frère jumeau. Un frère qu'il n'avait jamais connu. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, collée à cette porte, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. Tout prenait sens. La ressemblance, l'alliance, l'écriture, les gestes, tout. Ils étaient jumeaux, séparés à la naissance. Rémi n'avait jamais su, et Julien non plus, apparemment. Jusqu'à maintenant, jusqu'à cette lettre, cette révélation. J'aurais dû partir, j'aurais dû les laisser, mais j'étais paralysée, incapable de bouger. Et puis la porte s'est ouverte, brutalement. Marguerite Bergeron était là. Elle me regardait, les yeux écarquillés. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Derrière elle, Julien Marchand est apparu, le visage ravagé, les yeux rouges. Nos regards se sont croisés, et cette fois, il m'a reconnue. Vous êtes la femme du supermarché. J'ai ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Marguerite s'est tournée vers lui. Vous la connaissez? Non? Enfin, elle m'a abordé il y a quelques semaines. Elle m'a pris pour quelqu'un d'autre. Elle m'a appelé Rémi. Le silence qui a suivi était assourdissant. Marguerite m'a regardé, puis lui, puis moi encore. Rémi? Vous avez dit Rémi? Oui. Pourquoi? Elle est devenue blanche. Mon Dieu, c'est impossible. Elle est rentrée précipitamment dans l'appartement, et revenue quelques secondes plus tard avec un papier à la main. Une photocopie, un acte de naissance peut-être. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Comment vous appelez-vous, madame? Nadège Allard. Et ce Rémi, il était votre mari? Il est mon mari. Enfin, il était. Il est mort il y a 8 mois. Marguerite a fermé les yeux, a pris une grande inspiration. Puis elle a dit quelque chose qui a changé ma vie. Madame Allard, je crois que vous devez entrer. Il y a des choses que vous devez savoir. Des choses que personne ne vous a jamais dites. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir qui partage ce moment avec moi. Il y a des moments dans une vie où tout bascule, où on franchit une porte et on sait, au plus profond de soi, qu'on ne sera plus jamais la même personne en ressortant. C'était un de ces moments. Je suis entrée dans l'appartement de Julien Marchand. Un salon lumineux, parquet en chêne, bibliothèque murale remplie de livres, un canapé en cuir marron, une table basse en verre. Tout était propre, rangé, élégant. Exactement le genre d'intérieur que Rémi aurait aimé. D'ailleurs, en regardant mieux, j'ai reconnu certains objets. Pas les mêmes, mais le même style, le même goût. Une lampe art déco, un tapis persan au ton bleu et or, une collection de gravures anciennes sur les murs. Rémi collectionnait les gravures, des scènes de Paris au XIXe siècle. Ici, c'étaient des scènes de Lyon, mais le même amour pour l'histoire, pour le passé. Marguerite Bergeron m'a fait asseoir sur le canapé. Julien est resté debout, près de la fenêtre. Il me regardait avec une expression indéchiffrable. Choc, confusion, et peut-être de la curiosité. « Je vais vous préparer du thé », a dit Marguerite. « Nous allons tous avoir besoin de quelque chose de chaud. » Elle est partie vers la cuisine. Je suis restée seule avec lui. Le silence était insoutenable. Finalement, c'est lui qui a parlé. « Vous avez dit qu'il était mort, votre mari, Rémi. » J'ai hoché la tête. Les mots ne voulaient pas sortir. « Il y a 8 mois, ai-je réussi à murmurer. Un infarctus, brutal. Il n'a pas souffert. Il a détourné le regard, a passé sa main sur son visage. Ce geste, exactement le geste que Rémi faisait quand il était bouleversé. Et il me ressemblait?
Vous êtes identiques. Il a fermé les yeux. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Pourquoi personne ne m'a jamais dit que j'avais un frère? Peut-être que personne ne le savait. Marguerite est revenue avec un plateau, 3 tasses, une théière fumante. Elle a posé le tout sur la table basse. S'est assise dans un fauteuil. « Asseyez-vous, Julien, s'il vous plaît. » Il a obéi. S'est assis à l'autre bout du canapé, loin de moi. Comme s'il avait peur que je sois contagieuse. Marguerite a servi le thé. Puis elle a pris une enveloppe Kraft posée sur la table. L'a ouverte. En a sorti plusieurs documents. « Madame Allard, a-t-elle commencé d'une voix calme et professionnelle, je vais vous expliquer pourquoi je suis ici aujourd'hui, et pourquoi votre présence, aussi surprenante soit-elle, n'est peut-être pas un hasard. » Elle a posé un premier document devant moi. Un acte de naissance, jauni, daté du 12 avril 1957. Nom, Marchand prénom, Julien Henrinet, à Lyon, 3e arrondissement. Père, Marchand, Henri-Paul, ouvrier métallurgiste. Mère, Marchand, né du bois, Odette Marie, sans profession. J'ai lu, relu. Je ne comprenais pas où elle voulait en venir. Puis elle a posé un deuxième document, un autre acte de naissance. Même date, 12 avril 1957, même lieu, Lyon, 3e arrondissement. Mais un nom différent. Nom, Dufresne. Prénom, Rémi Jacques. Né à Lyon, 3e arrondissement. Père, Dufresne, Jacques Louis, employé de banque. Mère, Dufresne, née Moreau, Simone Claire, institutrice. J'ai levé les yeux vers elle. Je ne comprends pas. Rémi s'appelait Dufresne, pas Marchand. Exactement, a dit Marguerite. 2 noms différents, 2 familles différentes. Mais elle a posé un 3e document. Un certificat médical. Hôpital Édouard Herriot, Lyon. Daté du 12 avril 1957. Accouchement gémellaire. Naissance de 2 enfants de sexe masculin. Poids, 2,8 kg et 2,9 kg. Mère, anonyme. Demande d'adoption immédiate. Le monde s'est arrêté de tourner. Des jumeaux, ai-je murmuré. Oui, a confirmé Marguerite. Né sous X. La mère a demandé qu'ils soient séparés et adoptés par 2 familles différentes. C'était une pratique courante à l'époque. On pensait que séparer les jumeaux leur donnait de meilleures chances d'adaptation dans leur nouvelle famille. Julien s'est levé brusquement. Attendez. Attendez une seconde. Vous êtes en train de me dire que j'ai été adoptée? Que mes parents m'ont menti toute ma vie? Marguerite a hoché la tête doucement. Vos parents, Henri et Odette Marchand, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils vous ont adopté quelques jours après votre naissance. Ils vous ont aimé comme leur fils. Mais oui, ils ne vous ont jamais dit la vérité. Il a porté ses mains à sa tête, s'est mis à marcher de long en large. C'est impossible. Impossible. Ma mère, elle m'aurait dit. Elle est décédée il y a 6 mois, Julien. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Elle m'a contacté quelques semaines avant sa mort. Elle voulait que vous sachiez. Elle m'a laissé ses documents. Et une lettre. Elle a sorti une enveloppe, blanche, avec un nom écrit dessus, d'une main tremblante, pour Julien. Julien l'a prise, l'a regardée comme si elle allait le brûler. Je ne peux pas maintenant. Je comprends, a dit Marguerite doucement. Prenez votre temps. Il a posé la lettre sur la table. S'est rassis. Il tremblait. Je n'osais pas bouger. Je n'osais même pas respirer trop fort. Marguerite s'est tournée vers moi. Madame Allard, j'imagine que vous avez des questions. Des questions? J'en avais des milliers. Rémi, il savait? D'après mes recherches, non. La famille Dufresne n'a jamais dit à votre mari qu'il était adopté. Contrairement à Madame Marchand, ils ont emporté le secret dans leur tombe. Mais pourquoi? Pourquoi les séparer? Pourquoi ne pas les laisser grandir ensemble? Marguerite a soupiré. C'était une autre époque, madame. Les services sociaux pensaient bien faire. On croyait qu'un enfant adopté devait couper tous les liens avec son passé pour s'intégrer complètement dans sa nouvelle famille. Les jumeaux, surtout, étaient systématiquement séparés. On pensait qu'ils auraient du mal à développer leur propre identité s'ils restaient ensemble. C'est monstrueux. Aujourd'hui, oui. À l'époque, c'était la norme. J'ai regardé Julien. Il fixait le vide. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. J'ai eu envie de le prendre dans mes bras, de lui dire que je comprenais, que moi aussi j'avais perdu Rémi, que nous partagions le même deuil, d'une certaine manière. Mais je suis restée immobile, parce que pour lui, ce n'était pas seulement la découverte d'un frère mort,
C'était la destruction de toute son identité, de toute sa vie. Qui était-il vraiment? Julien Marchand? Ou le frère de Rémy Dufresne? Ou les deux à la fois? Nous sommes restés silencieux pendant de longues minutes, chacun perdu dans ses pensées. C'est Julien qui a finalement brisé le silence. Comment était-il? J'ai levé les yeux vers lui. Il me regardait, pour la première fois vraiment, avec une intensité douloureuse. Rémy, comment était-il? J'ai pris une inspiration tremblante. Il était bon, intelligent, drôle. Il adorait l'histoire. Il était professeur. Il passait des heures à préparer ses cours, même après sa retraite. Il disait que l'histoire nous apprend qui nous sommes. Un sourire triste est apparu sur le visage de Julien. Moi aussi. Enfin, j'étais architecte. Mais j'ai toujours été passionné par l'histoire, surtout l'architecture ancienne. Les bâtiments nous racontent qui nous étions. Nous nous sommes regardés. Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis 8 mois. Rémy. Pas son visage, pas sa voix, mais son âme, sa sensibilité, sa façon de voir le monde. Il aimait les poires, ai-je ajouté doucement. Il disait qu'elles devaient avoir du poids, sinon elles étaient sèches à l'intérieur. Julien a éclaté d'un rire étranglé. Mon Dieu, moi aussi, exactement ça. Mes amis se moquent de moi. Ils disent que je suis trop difficile avec les fruits. Marguerite nous regardait. Elle avait un sourire triste. Les jumeaux séparés développent souvent des goûts et des comportements similaires, même sans s'être jamais rencontrés. C'est troublant et magnifique à la fois. Ils portaient une alliance, ai-je dit, exactement comme la vôtre, or blanc, avec une inscription. Julien a regardé sa main, a enlevé son alliance lentement. « Pour toujours », a-t-il murmuré en lisant l'intérieur. J'ai sorti la mienne, celle de Rémy, que je gardais toujours dans ma poche. N and R, pour toujours, ai-je lu. Nous avons posé les deux alliances côte à côte sur la table basse. Identiques, absolument identiques. Marguerite a pris la parole. « Madame Allard, j'ai une question. Pardonnez-moi si elle vous semble indiscrète. Mais votre mari, il avait des habitudes particulières? Des goûts spécifiques? Des manies? » J'ai réfléchi. Il aimait marcher. Il disait que ça l'aidait à penser. Il allait au parc de la Tête d'Or tous les dimanches. Il s'asseyait sur le même banc, près du lac. Julien est devenu blanc. Le parc de Bagatelle, a-t-il murmuré. J'y vais tous les samedis. Je m'assois toujours sur le même banc, près de l'étang. Il lisait le soir, toujours avant de dormir. Jamais plus de 30 minutes. Il disait que ça calmait son esprit. Moi aussi. Il préparait son café avec un rituel précis. Eau bouillante, 2 cuillères, 3 minutes exactement. Mon Dieu, moi aussi. Marguerite a hoché la tête. Les études sur les jumeaux séparés montrent que la génétique influence beaucoup plus qu'on ne le pense. Pas seulement l'apparence physique, mais aussi les goûts, les habitudes, les préférences, même la personnalité. Alors nous étions vraiment les mêmes? A demandé Julien, la voix brisée. Vous étiez frères, jumeaux, 2 moitiés du même tout, séparés par une décision administrative, mais unis par quelque chose de plus fort que l'adoption. Plus fort que les noms différents, plus fort que les vies séparées. Je voyais Julien se décomposer, réaliser ce qu'il avait perdu sans jamais le savoir. Un frère, quelqu'un qui lui ressemblait, qui le comprenait, qui était comme lui. Et maintenant, il était trop tard. Je ne le rencontrerai jamais, a-t-il dit. Il est parti, et je ne l'ai jamais connu. Les larmes ont recommencé à couler. Il ne les cachait plus. Il y a 68 ans, on nous a séparés. On nous a volé une vie ensemble. Et maintenant, il est trop tard pour la rattraper. J'ai posé ma main sur la sienne, doucement. Il a levé les yeux vers moi. Mais je suis là, ai-je dit. Moi, je l'ai connu, pendant 46 ans, et je peux vous parler de lui. Je peux vous raconter qui il était, comment il riait, ce qu'il aimait, ses rêves, ses peurs, ses joies. Il m'a regardé, vraiment regardé. Vous feriez ça? Oui. Pourquoi? J'ai hésité, puis j'ai dit la vérité. Parce que vous êtes lui. D'une certaine manière, pas le même homme, mais la même âme. Et parce que, peut-être que vous parler de lui m'aidera à faire mon deuil. Marguerite s'est levée discrètement. Je vais vous laisser tous les deux. Je crois que vous avez beaucoup à vous dire. Elle a posé sa carte de visite sur la table. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, informations, documents, aide administrative, n'hésitez pas à m'appeler.
Elle est partie. La porte s'est refermée doucement derrière elle. Et nous sommes restés là, Julien et moi. Deux inconnus liés par un mort. Deux personnes brisées par la même perte. Deux moitiés d'un même deuil. Je me demande encore comment j'ai trouvé la force de rester. Et vous? Auriez-vous pu parler à quelqu'un qui a le visage de celui que vous avez perdu? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les semaines qui ont suivi cette rencontre ont été les plus étranges de ma vie. Je voyais Julien presque tous les jours. Au début, c'était juste pour lui parler de Rémi, pour répondre à ses questions, pour combler ce vide de 68 ans en quelques heures de conversation. Nous nous retrouvions dans des cafés, au parc, parfois chez lui, jamais chez moi. Je n'étais pas prête à le faire entrer dans la maison que j'avais partagée avec Rémi. Pas encore. Il voulait tout savoir. Comment vous vous êtes rencontrés? Nous étions assis à une terrasse près du jardin du Luxembourg. Le printemps arrivait. Les arbres bourgeonnaient. Les gens souriaient. Le monde continuait de tourner, indifférent à nos douleurs. À la bibliothèque universitaire, ai-je répondu. En 1978. J'étais étudiante en lettres, lui en histoire. Il cherchait un livre sur la Révolution française. Je lui ai tendu Les Misérables par erreur. Il a ri. Il m'a dit « C'est de la littérature, mademoiselle, pas de l'histoire ». Et moi, je lui ai répondu « L'histoire sans littérature, c'est juste une liste de dates ». Il m'a regardé. Et il a souri. Ce sourire, je ne l'ai jamais oublié. Julien écoutait, intensément, comme si chaque mot était précieux. Il vous a invité à sortir? Oui, le jour même. On a bu un chocolat chaud dans un café près de la fac. On a parlé pendant 4 heures, de livres, d'histoire, de nos familles, de nos rêves. Quand on s'est séparés, je savais déjà que c'était lui. Comment vous le saviez? J'ai souri tristement. Parce qu'avec lui, je n'avais pas besoin de jouer un rôle. J'étais juste moi, et ça lui suffisait. Julien a regardé son café. Il ne l'avait pas touché. J'aimerais avoir connu ça, a-t-il murmuré. Vous n'avez jamais été marié? Si, pendant 15 ans. Catherine, une femme intelligente, brillante, avocate. Nous nous sommes séparés il y a 10 ans. Pas de drame, juste un éloignement progressif. On s'est rendu compte qu'on s'aimait bien, mais qu'on ne s'aimait pas vraiment. Vous comprenez la nuance? Oui, pas d'enfant. Elle n'en voulait pas. Moi non plus, je crois. Ou peut-être que je ne savais pas ce que je voulais. J'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Et maintenant, je sais ce que c'était. Quoi? Lui, mon frère, une moitié de moi-même que je n'ai jamais connue. Il y avait une telle tristesse dans sa voix. Une tristesse qui ressemblait à la mienne. Nous étions deux personnes en deuil, mais d'une manière différente. Moi, j'avais perdu quelqu'un que j'avais aimé pendant 46 ans. Lui, il avait perdu quelqu'un qu'il n'avait jamais eu la chance de connaître. Un soir, il m'a invité à dîner chez lui. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose », avait-il dit au téléphone. J'ai hésité, mais j'ai accepté. Quand je suis arrivée, l'appartement avait changé. Sur la table du salon, il avait étalé des dizaines de photos. Ces photos. Toute sa vie en images. J'ai passé la semaine à fouiller dans mes cartons, à ressortir tous mes albums. Je voulais comparer, voir si nos vies se ressemblaient, si on avait vécu les mêmes choses sans le savoir. Je me suis approchée, j'ai regardé. Julien enfant, peut-être 6 ou 7 ans, devant une école, sourire timide, cartable trop grand. J'ai sorti mon téléphone, j'ai cherché dans mes photos. J'en ai trouvé une de Rémi au même âge. Je la lui ai montrée. Identique, le même sourire, les mêmes yeux, la même posture, comme si quelqu'un avait pris 2 photos du même enfant à 2 endroits différents. « Mon Dieu !» a murmuré Julien. Nous avons continué, photo après photo. Julien adolescent, Rémi adolescent, les mêmes cheveux rebelles, la même maladresse dans les gestes, Julien jeune adulte, Rémi jeune adulte, les mêmes costumes trop grands, la même fierté dans le regard. Julien à 40 ans, Rémi à 40 ans, les premières rides, les premiers cheveux blancs, la même élégance naturelle. C'était troublant, magnifique et terriblement triste. Nous avons vécu des vies parallèles, a dit Julien. 2 lignes qui ne se sont jamais croisées. Jusqu'à maintenant. Il m'a regardé. Vous croyez au destin, Nadège? Je ne sais pas. Peut-être. Pourquoi? Parce que si le destin existe, alors peut-être que vous étiez censé me trouver. Peut-être que c'était écrit. Que Rémi devait partir pour que nous, on se rencontre. J'ai secoué la tête. Non, je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire qu'il est mort juste pour que je vous trouve.
Alors quoi? Un hasard? Une coïncidence? Je ne sais pas, Julien. Vraiment. Je ne sais plus rien. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis il a pris une autre photo, plus récente. Lui avec une femme, cheveux gris, sourire chaleureux. Ma mère, Odette, prise 2 mois avant sa mort. J'ai regardé cette femme qui avait élevé le frère de mon mari, qui avait gardé le secret toute sa vie. Elle vous aimait, ai-je dit doucement. Elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour vous. Elle m'a menti. Elle vous a protégé. C'est différent. Vous la défendez? Non. Je comprends juste. Parfois, on ment pour épargner ceux qu'on aime, même si c'est une erreur. Il a posé la photo. J'ai lu sa lettre, celle qu'elle m'a laissée avec Marguerite. Et elle dit qu'elle est désolée, qu'elle voulait me le dire depuis des années, mais qu'elle ne trouvait jamais le bon moment. Et puis mon père est mort, et elle s'est dit qu'elle emporterait le secret avec elle. Mais au dernier moment, sur son lit de mort, elle a paniqué. Elle a appelé Marguerite. Elle lui a tout raconté. Et elle lui a demandé de me dire la vérité après sa mort. Qu'est-ce que vous ressentez? De la colère? De la tristesse? De la gratitude aussi, étrangement. Parce qu'au moins, maintenant je sais, même si c'est trop tard. Il s'est levé, a marché vers la fenêtre. Le soleil se couchait. Paris s'illuminait doucement. Vous savez ce qui est le plus dur? A-t-il dit sans se retourner. Non, c'est de réaliser que toute ma vie, j'ai cherché quelque chose, quelqu'un, sans savoir qui. Et maintenant que je sais, il n'est plus là. Je ne pourrai jamais lui parler, lui dire « Moi aussi, je t'ai cherché. Moi aussi, j'ai senti ce vide. » Je ne pourrai jamais le serrer dans mes bras, lui dire que je comprends, que je l'aime. Sans même le connaître, je l'aime, parce qu'il est moi, et que je suis lui. Sa voix s'est brisée. Il pleurait, silencieusement. Je me suis levée, je me suis approchée de lui. J'ai posé ma main sur son épaule. Julien, il s'est retourné, m'a regardé avec ses yeux qui étaient ceux de Rémi, ces yeux que je connaissais par cœur. Aidez-moi, Nadège, aidez-moi à le connaître. Racontez-moi tout, ses joies, ses peines, ses secrets, ses défauts, tout. Je veux savoir qui était mon frère, même si c'est douloureux, même si ça me détruit. Je veux savoir. J'ai hoché la tête. Les larmes coulaient sur mes joues aussi. D'accord, je vais tout vous raconter. Nous avons dîné ce soir-là. Un repas simple, pâtes, salade, vin blanc, et j'ai commencé à lui raconter Rémi. Les petites choses, les détails que personne ne connaît, ceux qu'on partage seulement avec la personne avec qui on vit. Il ronflait. Pas fort, mais régulièrement, comme un petit moteur. Au début, ça m'agaçait. Puis, avec le temps, c'est devenu rassurant. Quand je ne l'entendais plus, je me réveillais, inquiète. Julien a souri. Moi aussi. Catherine me l'a souvent reproché. Il ne supportait pas les chaussettes dépareillées. Il disait que c'était le signe d'un esprit désorganisé. Il passait des heures à trier ses chaussettes par couleur. Mon Dieu, moi aussi. Catherine disait que j'étais obsessionnelle. Il adorait cuisiner le dimanche. Toujours des plats mijotés. Bœuf bourguignon, blanquette. Il disait que la cuisine lente, c'est comme l'histoire. Il faut laisser le temps aux saveurs de se révéler. J'adore cuisiner aussi. Surtout les plats de grand-mère, ceux qui prennent du temps. Il avait peur des araignées, il ne l'avouait jamais. Mais quand il en voyait une, il me demandait de la faire sortir. « Nadège, tu as vu ce monstre dans la salle de bain ?» Et moi, je riais. Julien a éclaté de rire. Je déteste les araignées. Je les laisse partir aussi. Je ne peux pas les écraser. Nous avons ri ensemble, pour la première fois. Un rire libérateur, qui faisait du bien. Puis j'ai continué. Il avait ses colères, rares, mais terribles. Quand quelque chose le touchait profondément. Une injustice, une trahison. Il ne criait jamais, mais il se renfermait. Il devenait froid, distant. Ça pouvait durer des jours. Moi aussi. Catherine disait que c'était ma façon de punir. Mais ce n'était pas ça. C'était juste ma manière de digérer la douleur. Il avait peur de mourir. Pas de la mort elle-même, mais de me laisser seule. Il me le disait souvent. Nadège, si je pars avant toi, promets-moi de continuer à vivre. Promets-moi de ne pas t'enfermer dans le chagrin. Julien m'a regardé intensément. Et vous avez tenu votre promesse? J'ai détourné les yeux. Je ne sais pas. Avant de vous rencontrer, non. Je crois que je m'étais enfermée. Dans ma maison, dans mes souvenirs, dans ma douleur. Mais maintenant, je ne sais plus. Vous parlez de lui, c'est comme le garder vivant. C'est rassurant. Mais en même temps,
Je me demande si ce n'est pas une autre façon de m'enfermer. Julien a posé sa main sur la mienne. Ou peut-être que c'est une façon de nous guérir tous les deux. Vous, en partageant vos souvenirs. Moi, en découvrant enfin qui j'étais vraiment. Nous nous sommes regardés. Et à cet instant, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de l'amour, pas encore, mais une connexion, profonde, inattendue. Comme si, à travers Julien, je retrouvais une partie de Rémi. Et comme si, à travers moi, Julien découvrait une partie de lui-même. Il était presque minuit quand je suis partie. Julien m'a raccompagnée jusqu'à ma voiture. Merci, Nadège, pour ce soir, pour tout. C'est moi qui vous remercie. Ça fait du bien de parler de lui. De le faire revivre, même juste en mots. On se revoit? Oui, bien sûr. Demain? J'ai hésité, puis j'ai souri. D'accord? Demain. Je suis montée dans ma voiture. J'ai démarré. Dans le rétroviseur, je l'ai vu rester là, sur le trottoir, les mains dans les poches, à me regarder partir. Exactement comme Rémi le faisait. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à Camille. Je ne lui avais toujours rien dit. Comment lui expliquer? Comment lui dire que j'avais retrouvé son père? Enfin, pas vraiment son père, mais son double, son jumeau. Un homme qu'elle ne connaissait pas, mais qui portait les gènes de son père. Elle ne comprendrait pas. Elle penserait que je devenais folle, qu'il fallait m'interner. Ou pire, elle penserait que je trahissais la mémoire de Rémi. Mais est-ce que c'était vraiment une trahison? Parler à Julien? Passer du temps avec lui? Ou était-ce, au contraire, une manière de prolonger l'amour que j'avais pour Rémi? Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que pour la première fois depuis 8 mois, je me sentais vivante. Pas heureuse, pas encore, mais vivante. Et c'était déjà quelque chose. Parfois, on fait confiance à ceux qui nous ressemblent. Et vous? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a rappelé une personne disparue? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Il y a des vérités qu'on ne peut pas cacher éternellement. Même quand on le voudrait. Même quand on a peur. Même quand on sait que tout va exploser. C'est arrivé un dimanche. Camille avait pris l'habitude de venir déjeuner tous les dimanches. C'était notre rituel depuis la mort de Rémi. Elle arrivait vers midi. Apportait du pain frais. On cuisinait ensemble. On parlait. Ou plutôt, elle parlait et j'écoutais. De son travail, de ses amis, de sa vie qui continuait pendant que la mienne semblait figée. Sauf que ma vie ne l'était plus. Ce dimanche-là, elle est arrivée plus tôt que d'habitude. 11 heures. J'étais au téléphone avec Julien. On parlait d'un livre que Rémi adorait, L'étranger de Camus. Julien l'avait relu la veille. Il voulait comprendre pourquoi son frère l'aimait tant. Et cette phrase, « Aujourd'hui, maman est morte. Vous pensez que c'est de l'indifférence » ou « J'ai entendu la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte. Maman, c'est moi. » Mon cœur s'est arrêté. « Julien, je dois raccrocher. Ma fille est là. » D'accord. On se rappelle plus tard? Oui, à plus tard. J'ai raccroché juste au moment où Camille entrait dans le salon. Elle m'a regardé bizarrement. « Tu étais au téléphone? » « Oui. » « Une amie. » Mensonge. Encore. Elle a posé les croissants sur la table. M'a embrassée. « Tu as bonne mine, maman. Tu as l'air différente. » « Différente comment? » « Je ne sais pas. Moins fatiguée. »« Tu dors mieux? » ?»« Oui, un peu. » Elle m'a scruté, avec ce regard de mère inquiète qu'elle avait adopté depuis la mort de son père. Comme si nos rôles s'étaient inversés. Comme si c'était elle, maintenant, qui devait prendre soin de moi. « Tu es sûre que tout va bien? » « Oui, ma chérie, tout va bien. » Elle n'a pas insisté. On a préparé le déjeuner. Salade niçoise, poulet rôti, tarte aux pommes que j'avais achetée chez le pâtissier. Je n'avais plus le courage de cuisiner ces derniers temps. On a mangé. Elle a parlé. De son nouveau collègue insupportable. De son projet de vacances en Bretagne. De tout et de rien. Et moi, je pensais à Julien. À ce que j'allais lui dire. Ou ne pas lui dire. Est-ce que je devais lui parler de son oncle? De cet homme qui était le double de son père? De ce secret de famille enterré depuis 68 ans? Mais comment? Par où commencer? Ma chérie, tu te souviens du supermarché? Quand j'ai cru devenir folle? Eh bien, j'avais raison. Ton père avait un frère jumeau. Et je le vois tous les jours maintenant. On parle pendant des heures. Il a son visage, sa voix, ses gestes. C'est troublant. C'est magnifique. Et je ne sais plus ce que je ressens. Non, elle ne comprendrait pas. Personne ne comprendrait. Après le déjeuner, on s'est installé dans le salon. Café. Silence confortable.
Puis Camille a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Maman, il faut que je te parle. » Son ton était sérieux, inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je suis inquiète pour toi. Tu as changé ces dernières semaines. Tu es ailleurs. Tu souris parfois, mais c'est un sourire étrange, comme si tu pensais à quelque chose que tu ne veux pas me dire. Ce n'est rien, ma chérie. Je vais mieux, c'est tout. Justement, tu vas trop bien, trop vite. Ça me fait peur. Tu préférerais que je reste enfermée dans mon chagrin ? Non, bien sûr que non. Mais, maman, papa est mort il y a 8 mois. 8 mois. Et je te vois sourire en regardant ton téléphone. Je t'entends parler avec quelqu'un. Tu sors presque tous les jours. Tu t'habilles différemment. J'ai baissé les yeux. Elle avait raison. J'avais changé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? A-t-elle demandé doucement. Le silence qui a suivi était assourdissant. Quoi ? Un homme, maman. Est-ce qu'il y a un homme dans ta vie ? Non, non, bien sûr que non. Comment peux-tu penser ça ? Elle m'a regardé, avec ce regard qui me connaît par cœur. Qui sait quand je mens ? Alors qui c'était au téléphone ce matin ? Une amie, je te l'ai dit. Quelle amie ? Tu n'as jamais parlé d'amie avec qui tu parlais tous les jours. Camille, s'il te plaît, ne commence pas. Ne commence pas quoi ? À me soucier de toi ? À vouloir comprendre ce qui se passe ? Elle s'est levée, a marché vers la fenêtre. Exactement le geste que Rémi faisait quand il était contrarié. Tu sais ce que je pense, maman ? Je pense que tu te caches. Je pense que tu me mens. Et je ne comprends pas pourquoi. Les larmes me sont montées aux yeux. Je ne te mens pas. Alors dis-moi la vérité. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Qu'est-ce que je pouvais dire ? Quelle vérité ? Elle s'est retournée, m'a regardée. Maman, si tu as rencontré quelqu'un, si tu as besoin de tourner la page, je comprendrai. Vraiment. Papa ne voudrait pas que tu restes seule. Il te l'a dit 100 fois. Camille, si je pars le premier, prends soin de ta mère. Et surtout, ne la laisse pas s'enfermer. Je m'en souviens. C'était 3 jours avant sa mort. Comme s'il savait. J'ai éclaté en sanglots. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu crois. Elle s'est approchée, s'est agenouillée devant moi, a pris mes mains dans les siennes. Alors dis-moi, s'il te plaît. J'ai respiré profondément et j'ai décidé de lui dire la vérité. Ton père avait un frère. Le silence. Elle me regardait comme si je venais de parler chinois. Quoi ? Un frère jumeau. Ils ont été séparés à la naissance, adoptés par 2 familles différentes. Ni l'un ni l'autre ne le savaient. Et, maman, qu'est-ce que tu racontes ? Je sais que ça semble fou, mais c'est la vérité. Ton père avait un frère. Je l'ai rencontré, il y a quelques semaines, au supermarché. Je croyais que c'était ton père. Je suis devenue folle. Et puis, j'ai découvert la vérité. Elle s'est levée, a reculé. Tu es sérieuse ? Oui. Papa avait un frère jumeau ? Oui. Et tu l'as rencontré ? Oui. Comment est-ce possible ? Je ne sais pas. Le destin. Le hasard. Appelle ça comme tu veux. Elle s'est rassise, lentement, comme si ses jambes ne la portèrent plus. Il lui ressemble ? C'est son double. Exactement le même visage, la même voix, les mêmes gestes. Tout. Mon Dieu. Elle a posé sa tête dans ses mains, a respiré profondément. Et c'est lui que tu vois tous les jours ? Oui. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Parce que j'avais peur. Peur que tu ne me crois pas. Peur que tu penses que je devenais folle. Peur de ta réaction. Tu pensais que j'allais réagir comment, maman ? Te juger ? Te rejeter ? Je ne savais pas. Elle m'a regardée. Longuement. Comment il s'appelle ? Julien. Julien Marchand. Et il sait ? Pour papa ? Oui. Il vient de l'apprendre. Sa mère adoptive lui a laissé une lettre avant de mourir. C'est comme ça qu'il a découvert la vérité. Il a une famille ? Non. Divorcé. Pas d'enfant. Il vit seul à Neuilly. Qu'est-ce qu'il fait ? Il était architecte, à la retraite maintenant. Elle a hoché la tête, absorbant les informations une par une. Et vous faites quoi ensemble ? On parle. Je lui raconte ton père. Il me raconte sa vie. On essaie de comprendre. Comment c'est possible ? Comment 2 hommes identiques ont pu vivre des vies séparées, sans jamais se croiser ? Et c'est tout ? Vous parlez ? Oui. Elle m'a regardé intensément. Maman, sois honnête avec moi. Qu'est-ce que tu ressens pour lui ? J'ai hésité. Je ne sais pas. C'est compliqué. Quand je le regarde, je vois ton père. Mais ce n'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui me permet de garder ton père vivant, d'une certaine manière. Et en même temps,
Je sens que c'est dangereux, que je m'attache, que je confonds mon deuil avec autre chose. Tu es en train de tomber amoureuse de lui? La question m'a frappée comme une gifle. Non, non, Maman, sois honnête. J'ai fermé les yeux. Je ne sais pas. Vraiment. Peut-être. Ou peut-être que c'est juste le besoin de ne pas être seule, le besoin de retrouver quelque chose que j'ai perdu. Camille s'est levée, a marché dans le salon. Elle était bouleversée. Je le voyais. Je veux le rencontrer. Quoi? Je veux rencontrer cet homme, cet oncle que je n'ai jamais connu. Je veux voir s'il ressemble vraiment à papa. Je veux comprendre. Camille, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Maman, c'est le frère de mon père. C'est ma famille. J'ai le droit de le connaître. Elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. D'accord, je vais lui en parler. Quand? Bientôt. Non, maintenant. Appelle-le maintenant. Camille, s'il te plaît, maman. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de voir de mes propres yeux. J'ai pris mon téléphone, les mains tremblantes. J'ai appelé Julien. 3 sonneries. Puis sa voix. Nadège? Tout va bien? Oui. Enfin, non. Enfin, ma fille est là. Je lui ai tout raconté. Elle veut te rencontrer. Un silence. Maintenant? Elle insiste. Je sais que c'est précipité. Mais, d'accord. Où? Tu peux venir ici? Chez moi? Un nouveau silence. Plus long. Tu es sûr? Oui. J'arrive dans 1 heure. Cette heure a été la plus longue de ma vie. Camille ne parlait plus. Elle était assise sur le canapé, figée, les yeux dans le vide. Moi, je tournais en rond. Je rangeais. Je déplaçais des objets. Je préparais du thé. Je ne savais plus quoi faire de mes mains. Faire entrer Julien dans cette maison. Dans notre maison. Celle que j'avais partagée avec Rémi pendant 40 ans. C'était franchir une ligne. Une ligne invisible mais réelle. À 17h30, la sonnette a retenti. Mon cœur a bondi. Camille s'est levée, m'a regardée. C'est lui? Oui? Vas-y, ouvre. Je suis allée à la porte. J'ai ouvert. Julien était là. Costume sobre. Cravate. Il tenait un bouquet de fleurs. Des pivoines. Les fleurs préférées de Rémi. Bonjour Nadège. Bonjour Julien. Entre. Il est entré. A regarder autour de lui. Les murs couverts de photos. Le mobilier. Les livres. Toute une vie exposée sous ses yeux. C'est une belle maison. Merci. Camille est apparue dans le couloir. Ils se sont regardés. Et j'ai vu ma fille se décomposer. Elle a porté sa main à sa bouche. Ses yeux se sont remplis de larmes. Papa, a-t-elle murmuré. Julien a fait un pas en avant. Bonjour Camille. Je sais que c'est difficile. Mais elle ne l'a pas laissé finir. Elle s'est jetée dans ses bras. Elle a éclaté en sanglots. Mon Dieu, c'est lui. C'est vraiment lui. Julien l'a serré contre lui, maladroitement. Ne sachant pas quoi faire, il m'a regardé, les yeux brillants, et j'ai compris quelque chose. Cette rencontre n'était pas juste pour Camille ou pour moi. C'était aussi pour lui. Pour la première fois de sa vie, Julien avait une famille, une nièce, un lien. Quelque chose qui le rattachait à ce frère qu'il n'avait jamais connu. Nous nous sommes installés dans le salon. Camille n'arrêtait pas de le regarder, de pleurer, de rire, de secouer la tête. C'est incroyable. Vous êtes exactement comme lui. Exactement. Je sais. Votre mère me l'a dit. Non, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas juste le physique. C'est la façon dont vous vous asseyez, dont vous croisez les jambes, dont vous tenez votre tasse. Tout. C'est comme si papa était revenu. Julien a souri tristement. Mais je ne suis pas lui. Je sais que c'est troublant. Pour moi aussi c'est difficile. Mais je ne veux pas que vous me confondiez avec lui. Je suis Julien, pas Rémi. Camille a hoché la tête. Je sais. Pardon. C'est juste... difficile. Ils ont parlé pendant des heures. Julien lui a raconté sa vie, son enfance, son travail, son mariage raté, sa solitude. Camille lui a raconté Rémi, son père, ses souvenirs, les vacances en Bretagne, les dimanches à vélo, les devoirs faits ensemble, les fous rires, les disputes, tout. Et moi, je les écoutais. Ces 2 personnes qui ne se connaissaient pas 2 heures plus tôt, qui partageaient maintenant un lien invisible mais indéniable. Le sang, la génétique, l'histoire. À 20h, Camille a dû partir. Elle a embrassé Julien, longuement. « Je suis contente de vous avoir rencontré, oncle Julien. » Il a souri, les larmes aux yeux. « Moi aussi, Camille. Moi aussi. » Elle est partie. Julien et moi sommes restés seuls, dans cette maison qui avait été celle de Rémi. Et pour la première fois,
Ça ne me semblait pas être une trahison. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en lui ouvrant la porte de ma maison. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Les semaines qui ont suivi ont été différentes, plus légères, plus vraies. Comme si, en disant la vérité à Camille, j'avais enlevé un poids invisible qui m'étouffait depuis des mois. Julien venait souvent à la maison maintenant, 2, 3 fois par semaine, parfois plus. On cuisinait ensemble, on regardait des films, on lisait côte à côte, en silence, comme le faisaient les vieux couples qui n'ont plus besoin de parler pour se comprendre. Camille venait aussi. Elle s'était attachée à lui. Elle l'appelait tonton Julien. Elle lui racontait des choses qu'elle ne me racontait pas à moi. Comme si, avec lui, elle pouvait parler de son père sans avoir peur de me faire mal. Et moi, je les regardais. Et je me disais que peut-être, finalement, la vie savait ce qu'elle faisait. Rémi était parti. Mais il nous avait laissé quelque chose. Quelqu'un. Un prolongement de lui-même que nous n'aurions jamais découvert s'il n'était pas mort. C'était une pensée étrange, presque cruelle, mais réconfortante aussi, d'une certaine manière. Un soir, Julien et moi étions seuls dans le salon. Camille était partie. Il était tard, presque minuit. Il regardait les photos sur la cheminée. Des photos de Rémi, de nous, de notre vie. « Tu sais ce qui est étrange ?» a-t-il dit sans se retourner. « Non. J'ai l'impression de connaître cet homme sur les photos, comme si je me souvenais de lui. Mais ce n'est pas possible. Je ne l'ai jamais rencontré. Il s'est retourné, m'a regardé. Peut-être que c'est la mémoire génétique, ou peut-être que c'est juste mon imagination qui comble le vide. Mais parfois, quand tu me racontes une histoire sur lui, je la vois, comme si j'y étais. Raconte-moi. » Il s'est assis, a pris une grande inspiration. « L'autre jour, tu m'as parlé de vos vacances en Corse. Tu m'as dit qu'il adorait nager tôt le matin, avant que les touristes n'arrivent, qu'il restait parfois 1 heure dans l'eau, qu'il revenait avec cette expression apaisée, comme s'il avait trouvé des réponses à des questions que personne ne lui avait posées. Oui, c'est exactement ça. Eh bien, cette nuit-là, j'ai rêvé. J'étais dans la mer, tôt le matin. Le soleil se levait. L'eau était froide mais claire, et je nageais, lentement, sans but, et je me sentais entier. Pour la première fois de ma vie, entier. Il a marqué une pause. Quand je me suis réveillé, j'ai pleuré, parce que j'ai compris quelque chose. Toute ma vie, j'ai cherché cet endroit, cet état, cette sensation d'être enfin à ma place. Et lui, il l'avait trouvé, dans l'eau, dans ces moments de solitude. Et maintenant, je sais que si j'avais été avec lui, peut-être qu'on l'aurait trouvé ensemble. Je me suis approchée de lui, me suis assise à côté. « Tu l'as trouvé maintenant ?»« Quoi ? Ta place. Tu l'as trouvée. Ici, avec nous, avec Camille, avec moi. » Il m'a regardé, intensément. « Nadège, je dois te dire quelque chose. Mon cœur s'est accéléré. »« Quoi ? » ?»« Ces derniers mois, ces moments avec toi, ils ont changé ma vie. Pour la première fois depuis des années, je me sens utile, important, comme si j'avais un rôle, une raison d'être. »« Julien, non, laisse-moi finir. Je sais que c'est compliqué, je sais que tu vois Rémi quand tu me regardes, et je sais que je ne serai jamais lui. Mais il a pris ma main. Mais je voudrais essayer d'être quelqu'un pour toi, pas un remplacement, pas un substitut, juste moi, Julien, quelqu'un qui t'admire, qui te respecte, qui aimerait partager sa vie avec toi, si tu veux bien. » Les larmes me sont montées aux yeux. Je ne sais pas si je peux, Julien. Pourquoi ? Parce que j'ai peur. Peur de te blesser, peur de me tromper moi-même, peur de confondre mon amour pour Rémi avec ce que je ressens pour toi. Et qu'est-ce que tu ressens pour moi ? J'ai respiré profondément. De la tendresse, de la gratitude, de l'affection. Mais est-ce de l'amour ? Je ne sais pas. Comment le savoir ? Comment faire la différence entre aimer quelqu'un et aimer ce qu'il nous rappelle ? Julien a hoché la tête, a lâché ma main. Je comprends. Et je ne veux pas te forcer. Mais Nadège, la vie est courte. Nous avons tous les deux 70 ans passés. Combien de temps nous reste-t-il ? 10 ans ? 20 si on a de la chance ? Est-ce qu'on va passer ce temps à se demander si c'est bien ou pas ? Si c'est moral ou pas ? Si c'est une trahison ou pas ? Il s'est levé, a marché vers la fenêtre. Rémi est parti. Je sais que c'est dur à entendre, mais il est parti. Et nous, on est là, vivants, avec la possibilité de se rendre heureux, ou au moins de ne plus être seul. Je me suis levée aussi,
me suis approchée de lui. Tu as raison, mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin de comprendre ce que je ressens. Et j'ai besoin de savoir que si on fait ça, si on essaie, ce sera pour les bonnes raisons. Il s'est retourné, m'a regardé. Combien de temps? Je ne sais pas. Des semaines? Des mois? Je ne sais pas, Julien. Il a souri tristement. D'accord, je vais attendre. Aussi longtemps qu'il faudra. Les mois ont passé. L'été est arrivé. Puis l'automne. Julien était patient. Il ne me pressait pas. Il venait, comme d'habitude. On parlait, on riait, on vivait. Mais quelque chose avait changé entre nous. Une tension. Douce, presque imperceptible, mais présente. Il me regardait différemment. Et moi aussi. Je me surprenais à penser à lui quand il n'était pas là, à attendre ses appels, à sourire quand je voyais son nom s'afficher sur mon téléphone. Était-ce de l'amour? Ou juste le besoin de ne plus être seul? Je ne savais toujours pas. Un jour de novembre, 1 an après avoir enterré Rémi, je suis allée au cimetière, seule. J'avais besoin de lui parler, de lui demander permission, ou peut-être pardon. Je ne savais pas exactement. Je me suis assise devant sa tombe, j'ai posé des fleurs fraîches, des pivoines, toujours des pivoines, et j'ai parlé. Rémi, je ne sais pas si tu peux m'entendre, je ne sais même pas si je crois à ça. Mais j'ai besoin de te dire quelque chose. Le vent faisait bruisser les feuilles des arbres. Le ciel était gris. Il allait pleuvoir. J'ai rencontré quelqu'un. Enfin, tu le sais déjà. C'est ton frère, Julien, l'homme que tu n'as jamais eu la chance de connaître. Ma voix s'est brisée. Et je crois que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Ou peut-être que je le suis déjà. Je ne sais pas. Tout est tellement confus. Les larmes coulaient librement maintenant. Je me sens coupable, Rémi. Tellement coupable. Comme si je te trahissais. Comme si je t'oubliais. Mais ce n'est pas ça. Je ne t'oublie pas. Je ne t'oublierai jamais. Tu es partout dans cette maison. Dans mes souvenirs. Dans mon cœur. J'ai posé ma main sur la pierre froide. Mais je suis vivante. Et j'ai besoin de continuer à vivre. Tu me l'as dit. Tu me l'as fait promettre. Ne t'enferme pas dans le chagrin, Nadège. Vis. Pour moi. Pour toi. J'ai fermé les yeux. Alors, voilà. Je vais essayer. Avec lui. Avec Julien. Pas pour te remplacer. Personne ne pourra jamais te remplacer. Mais pour continuer. Pour ne pas mourir avec toi. Un corbeau s'est posé sur une branche au-dessus de moi. Il m'a regardé. Puis il s'est envolé. Si tu peux, si tu es quelque part, dis-moi que tu comprends. Envoie-moi un signe. N'importe quoi. Le silence. Puis, lentement, la pluie a commencé à tomber. Douce, fine, comme une bénédiction. J'ai levé le visage vers le ciel. J'ai senti les gouttes sur ma peau. Et j'ai souri. Quand je suis rentrée à la maison, Julien était là. Camille lui avait donné une clé. Au cas où maman aurait besoin de toi, avait-elle dit. Il était dans la cuisine, il préparait du thé. Nadège, tu es trempée? Où étais-tu? Au cimetière. Il a arrêté ce qu'il faisait. M'a regardé. Tu veux en parler? Non? Enfin, oui. Mais pas maintenant. Il a hoché la tête, m'a tendu une serviette. Va te changer. Je termine le thé, je suis montée. J'ai enlevé mes vêtements mouillés. J'ai enfilé quelque chose de sec, de confortable. Quand je suis redescendue, il avait tout préparé. Thé, biscuits, il avait même allumé la cheminée. Je me suis assise à côté de lui, sur le canapé. Nos épaules se touchaient. Julien, ai-je dit doucement. Oui, je suis prête. Il m'a regardée, sans comprendre. Prête pour quoi? Pour essayer, avec toi, pour voir où ça nous mène. Son visage s'est illuminé, puis il s'est assombri. Tu es sûr? Je ne veux pas que tu fasses ça par pitié, ou par solitude, ou parce que tu crois que tu me dois quelque chose. Ce n'est rien de tout ça. Alors quoi? J'ai pris sa main. Les serrer fort. C'est parce que tu me rends heureuse. Parce que quand tu es là, je me sens vivante. Parce que tu n'es pas Rémi, mais tu es toi. Et toi, ça me suffit. Il a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Je ne te décevrai pas, Nadège. Je te le promets. Je sais. Il s'est penché vers moi, lentement, laissant le temps de reculer si je le voulais. Mais je ne l'ai pas fait. Nos lèvres se sont touchées, doucement, prudemment. Un baiser, le premier depuis la mort de Rémi. Et c'était différent, parce que ce n'était pas Rémi. C'était Julien, un homme nouveau, avec son propre cœur, son propre amour, sa propre manière d'être. Quand on s'est séparés, on a souri, tous les deux. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Oui,
Ça va? Tu ne regrettes pas? Non. Et c'était vrai. Je ne regrettais pas. Les semaines qui ont suivi ont été étranges et magnifiques à la fois. On apprenait à se connaître, différemment, plus intimement. On dormait dans la même maison, pas toujours dans la même chambre, pas encore. C'était trop tôt, trop compliqué. Mais on se réveillait ensemble. On prenait le petit déjeuner ensemble. On vivait ensemble. Camille était heureuse. Elle me l'a dit un dimanche. « Maman, tu rayonnes. Je ne t'ai pas vue comme ça depuis des années. Tu n'es pas choquée? Que je sois avec lui? Pourquoi je le serais? Parce que c'est le frère de ton père. Parce que ça peut sembler bizarre ou déplacé. » Elle a secoué la tête. « Maman, papa est mort. Et s'il te voyait maintenant, tu sais ce qu'il dirait? Non. Il dirait « Bien joué, Nadège. Tu as trouvé un moyen de me garder dans ta vie tout en continuant à vivre. Je suis fière de toi. » J'ai éclaté en sanglots, des sanglots de soulagement, parce que j'avais besoin d'entendre ça. J'avais besoin qu'elle me dise que ce n'était pas mal, que ce n'était pas une trahison, que c'était juste la vie, qui continue, qui trouve des chemins inattendus, qui guérit à sa manière. Un soir, Julien et moi étions au lit, chacun de notre côté. Lui lisait, moi aussi, exactement comme Rémi et moi le faisions. Mais ce n'était pas Rémi, et ça n'avait plus d'importance. « Nadège » a-t-il dit sans lever les yeux de son livre. « Oui, je t'aime. » Mon cœur s'est arrêté. C'était la première fois qu'il le disait. J'ai posé mon livre. Les regarder. « Tu n'es pas obligé de me le dire en retour, » a-t-il ajouté rapidement. « Je sais que c'est compliqué, que tu as besoin de temps. Mais moi, je le sais. Je t'aime. Et je voulais que tu le saches. » J'ai souri, doucement. « Je crois que je t'aime aussi, Julien. »« Tu crois? D'accord. Je t'aime. » C'est différent de ce que j'ai ressenti pour Rémi. C'est plus doux, plus calme, mais c'est de l'amour. Je le sais maintenant. Il a fermé son livre, s'est tourné vers moi, m'a pris la main. « Épouse-moi. » J'ai ri, nerveusement. « Quoi? Épouse-moi. Pas maintenant, pas demain. Mais un jour, quand tu seras prête, quand tu auras fait ton deuil complètement, quand tu pourras me regarder sans voir Rémi. Épouse-moi, et on finira notre vie ensemble. » Les larmes me sont montées aux yeux. D'accord. D'accord? Oui, un jour, quand je serai prête, je t'épouserai. Il m'a serré dans ses bras, fort, comme s'il avait peur que je disparaisse. Et moi, dans ses bras, j'ai compris quelque chose. La vie nous avait enlevé Rémi, mais elle m'avait donné Julien. Ce n'était pas un remplacement. C'était un cadeau, inattendu, troublant, mais magnifique. Et j'allais l'accepter. Parce que c'est ça, finalement, vivre. Accepter ce que la vie nous donne, même quand c'est étrange. Même quand ça ne ressemble à rien de ce qu'on avait prévu. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. J'ai perdu Rémi, mais j'ai trouvé Julien. Et peut-être que c'était écrit depuis toujours. 6 mois plus tard, le printemps était revenu. Et avec lui, quelque chose que je croyais avoir perdu pour toujours. L'espoir. Julien et moi nous sommes mariés un matin d'avril. Rien d'ostentatoire, pas de grande cérémonie. Juste nous, Camille, Marguerite Bergeron, qui était devenue une amie, et quelques proches, à la mairie du 15e arrondissement. Une salle simple, des murs blancs, quelques fleurs. Camille pleurait, des larmes heureuses cette fois. Quand le maire nous a demandé si nous voulions nous prendre pour époux, j'ai regardé Julien, vraiment regardé. Et je n'ai plus vu Rémi. J'ai vu Julien, un homme qui m'avait redonné la vie, qui m'avait appris qu'on pouvait aimer 2 fois, différemment. Mais tout aussi profondément. « Oui, » ai-je dit, « je le veux. » Il a glissé l'alliance à mon doigt, pas celle de Rémi. Une nouvelle, différente, avec une nouvelle inscription. 2 vies, un amour, pour toujours. Quand nous sommes sortis de la mairie, il pleuvait légèrement, comme ce jour au cimetière. Mais cette fois, je n'étais pas seule. J'avais Julien à mes côtés, sa main dans la mienne, son sourire qui illuminait tout. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant près du jardin du Luxembourg. Celui-là même où Rémi m'avait emmené pour notre premier rendez-vous, 47 ans plus tôt. Julien le savait. Je le lui avais raconté. « Tu es sûr que ça ne te fait pas mal ?» avait-il demandé. « De revenir ici avec moi ?»« Non, au contraire. C'est une façon de boucler la boucle, de dire merci à Rémi et de commencer quelque chose de nouveau avec toi. » Il avait souri, ce sourire doux qui m'avait conquise. « Tu es une femme extraordinaire, Nadège Marchand. »« Allard Marchand, avais-je corrigé. Je garde les 2 noms. Rémi et toi.
Vous faites tous les deux partie de moi maintenant. Les mois qui ont suivi ont été les plus doux de ma vie. Nous avons vendu mon ancienne maison. Trop de souvenirs, trop de fantômes. Aussi beau soit-il. Nous avons acheté un appartement. Plus petit, à mi-chemin entre Neuilly et mon ancien quartier. Un nouveau départ, pour nous deux. Camille venait souvent. Elle avait vraiment adopté Julien. Elle l'appelait Papa Julien maintenant. Pas pour remplacer Rémi, mais parce qu'elle avait compris quelque chose d'important. On peut avoir deux pères, deux amours, deux vies, sans en trahir aucune. Un dimanche après-midi, nous étions tous les trois au parc. Camille avait amené son fils, Théo, 4 ans, mon petit-fils qui n'avait jamais connu son grand-père. Julien jouait avec lui. Il le poussait sur la balançoire. Théo riait aux éclats. Camille s'est tournée vers moi. « Tu es heureuse, maman ?»« Oui, vraiment heureuse. Papa serait fier de toi. »« Tu crois ?»« J'en suis sûre. Tu sais ce qu'il disait toujours ? » ?»« Quoi ? La vie, c'est une succession de choix. Et le plus important, c'est de choisir d'être heureux. Tu as fait ce choix, maman. Tu as choisi d'être heureuse, malgré tout. Et c'est courageux. Je l'ai serré dans mes bras. Merci, ma chérie. Merci de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à accepter et à se réjouir, parce que tu le mérites, plus que quiconque. Mais toutes les histoires ont leurs zones d'ombre, leurs moments difficiles, leurs tempêtes inattendues. La nôtre est arrivée un matin de juin. Julien était fatigué depuis quelques semaines. Il disait que c'était l'âge, que c'était normal à 69 ans, qu'il fallait juste qu'il se repose davantage. Mais moi, je voyais qu'il maigrissait, qu'il avait le teint gris, qu'il dormait mal. « Julien, tu devrais voir un médecin. Ce n'est rien, Nadège, juste un peu de fatigue. S'il te plaît, pour moi, fais des examens. » Il a fini par accepter, plus pour me rassurer que par conviction. Il est allé voir son médecin, qui lui a prescrit des analyses, une échographie, un scanner. 2 semaines plus tard, nous étions assis dans le cabinet du docteur Lemoine, un homme d'une 50aine d'années. Regard sérieux, voix posée. « Monsieur Marchand, madame, je vais être direct avec vous. Les résultats ne sont pas bons. Mon cœur s'est arrêté. »« Que voulez-vous dire ?» ai-je murmuré. « Nous avons détecté une masse au niveau du pancréas. D'après les examens, il s'agit d'un cancer. Stade avancé. » Le silence, un silence assourdissant. Julien ne bougeait pas. Il regardait le médecin, sans expression, comme s'il ne comprenait pas les mots. « C'est grave ?» a-t-il fini par demander. Le docteur Lemoine a baissé les yeux. « Oui, c'est grave. Le cancer du pancréas est l'un des plus agressifs. À ce stade, les options thérapeutiques sont limitées. »« Combien de temps ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Difficile à dire avec certitude, quelques mois, peut-être 1 an avec la chimiothérapie. Mais je dois être honnête avec vous. La chimiothérapie ne guérira pas le cancer. Elle peut seulement ralentir sa progression et améliorer la qualité de vie. » Julien a hoché la tête, lentement. « Je comprends. Vous avez besoin de temps pour réfléchir, » a ajouté le médecin. « Discutez-en ensemble. Puis revenez me voir. On décidera du traitement. » Nous sommes sortis du cabinet en silence. Dans la voiture, personne ne parlait. Quand nous sommes arrivés à la maison, Julien s'est assis sur le canapé, a posé sa tête dans ses mains. « Ce n'est pas juste, » a-t-il murmuré. Je me suis assise à côté de lui. « Je sais. J'ai attendu toute ma vie pour être heureux, vraiment heureux. Et maintenant que je l'ai trouvé, maintenant que je t'ai trouvé, on m'annonce que c'est fini. » Les larmes coulaient sur ses joues. « On a eu 6 mois, Nadège, 6 petits mois de bonheur. Et maintenant, je vais te laisser. Comme Rémi, je vais mourir, et tu vas te retrouver seul. Encore. » Je l'ai pris dans mes bras, fort. « Ne dis pas ça. On ne sait pas. Les médecins se trompent parfois. Et même s'il ne nous reste que quelques mois, on les vivra pleinement. Ensemble. On ne va pas gâcher ce temps à pleurer sur ce qu'on va perdre. On va profiter de ce qu'on a. » Il m'a regardé, les yeux rouges. « Comment tu fais ? Comment tu arrives à être si forte ? » « Je ne suis pas forte, je suis terrifiée. Mais j'ai déjà perdu Rémi, je sais ce que c'est, et je sais qu'on ne peut pas empêcher la mort. Mais on peut choisir comment on vit. Jusqu'au bout. » Il a souri tristement. « Tu es incroyable, tu sais ça ? Non. Je suis juste une femme qui a compris que la vie est trop courte pour avoir peur. » Julien a commencé la chimiothérapie en juillet. Les séances étaient difficiles. Il était fatigué, nauséeux. Il perdait ses cheveux, son appétit. Mais il ne se plaignait jamais. Il disait qu'il avait de la chance.
d'avoir vécu, d'avoir trouvé son frère, même trop tard, d'avoir trouvé l'amour, même tard dans sa vie. La plupart des gens passent leur vie entière sans jamais connaître ça, disait-il. Moi, je l'ai eu, même brièvement. Je suis un homme chanceux. Camille venait le voir souvent. Elle lui apportait des livres, des films, des petites attentions qui lui réchauffèrent le cœur. Un jour, elle lui a dit quelque chose qui l'a bouleversé. « Tonton Julien, merci. Merci pourquoi? Pour avoir rendu ma mère heureuse, pour m'avoir donné l'impression de retrouver un peu de papa, pour avoir été là quand on avait besoin de quelqu'un. » Il a pleuré, longuement. « C'est moi qui vous remercie. Vous m'avez donné une famille, quelque chose que je n'avais jamais eu. Et maintenant, même si je pars, je sais que j'ai laissé quelque chose derrière moi. Une trace, un amour, un lien. Les mois ont passé, plus vite que je ne l'aurais voulu. L'automne est revenu, puis l'hiver. Julien s'affaiblissait, lentement mais sûrement. En janvier, il ne pouvait plus sortir. Il restait à la maison. Dans le lit, je m'occupais de lui, comme j'avais pris soin de Rémi dans ces derniers jours. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'étais préparé. Je savais ce qui allait arriver, et j'avais décidé de vivre chaque instant pleinement, sans regret. Un soir de février, Julien m'a appelé. « Nadège ? Oui, mon amour ? Viens t'allonger à côté de moi. » Je me suis allongé. Il a pris ma main. « J'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Merci. Pour tout. Pour m'avoir trouvé. Pour m'avoir aimé. Pour m'avoir donné les plus beaux mois de ma vie. Ne parle pas comme si c'était la fin. Mais c'est la fin, Nadège. On le sait tous les deux. Et c'est bien. J'ai eu une vie. Pas parfaite, mais belle. Et surtout, j'ai eu toi. » Il a fermé les yeux. « Tu sais ce qui est étrange? J'ai rêvé de Rémi la nuit dernière. » « Vraiment? » ?»« Oui. On était au bord de la mer, tous les deux. On nageait, comme des enfants. On riait, on plongeait. Et puis, il s'est retourné vers moi. Et il m'a dit « Merci de t'être occupé d'elle. Je savais que tu le ferais bien. » Les larmes me sont montées aux yeux. C'est beau. Oui. Et tu sais quoi? Je pense que c'était vrai. Je pense qu'il était là, quelque part, et qu'il nous a guidés l'un vers l'autre, parce qu'on avait tous besoin les uns des autres. Il a serré ma main plus fort. « Promets-moi quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Promets-moi que tu ne t'enfermeras pas dans le chagrin. Encore une fois, promets-moi que tu continueras à vivre, à sourire, à aimer peut-être, si quelqu'un d'autre arrive dans ta vie. Julien, promets-le-moi. Je te le promets. » Il a souri, paisiblement. Alors je peux partir tranquille. Julien est mort 3 jours plus tard, paisiblement, dans son sommeil, sans douleur. J'étais à côté de lui. Je tenais sa main, comme j'avais tenu celle de Rémi. Mais cette fois, je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai juste souri. Parce que je savais qu'il était enfin avec son frère, quelque part, dans un endroit où ils pouvaient enfin se rencontrer, se parler, partager tout ce qu'ils avaient raté. Et moi, j'allais continuer à vivre, comme je leur avais promis, à tous les deux. Parce que c'est ça, l'amour. Ce n'est pas posséder quelqu'un, c'est le laisser partir quand il le faut, et continuer à l'aimer, même quand il n'est plus là. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas, mais parfois, la vie nous envoie exactement la personne dont on a besoin, même si ce n'est que pour un temps. Elle m'a envoyé Julien, et maintenant, elle m'a repris les 2 hommes que j'aimais, mais elle ne m'a pas enlevé leur amour. Celui-là, il reste, pour toujours. Aujourd'hui, j'ai 73 ans. 2 ans se sont écoulés depuis la mort de Julien, 4 ans depuis celle de Rémi, et me voici, assise dans mon appartement, à regarder par la fenêtre les cerisiers en fleurs qui annoncent le printemps. Je suis seule, mais je ne suis pas vide. Il y a une différence, vous savez, entre la solitude et le vide. La solitude, c'est un état. Le vide, c'est un choix. Et moi, j'ai choisi de ne pas être vide. Camille vient me voir tous les dimanches. Elle amène Théo, qui a maintenant 6 ans et demi. Il court partout dans l'appartement. Il rit. Il pose 1000 questions. Il me rappelle que la vie continue, que l'innocence existe encore. Parfois, il me demande « Mamie, pourquoi tu as 2 photos sur la cheminée? C'est le même monsieur ?» Et je lui réponds « Non, mon cœur, ce sont 2 messieurs différents, mais ils se ressemblent beaucoup, parce qu'ils étaient frères. Et parce que mamie les aimait tous les 2. Tu peux aimer 2 personnes en même temps? Oui, on peut aimer plusieurs personnes, différemment, mais tout aussi fort. » Il hoche la tête, satisfait.
et il repart jouer. Les enfants ont cette sagesse simple que nous, adultes, avons oubliée. Ils acceptent, sans juger, sans compliquer. J'ai gardé les 2 alliances, celle de Rémi, celle de Julien. Je ne les porte plus. Elles sont dans une petite boîte en velours bleu, sur ma table de nuit. Mais parfois, le soir, je les sors. Je les regarde briller à la lumière de la lampe. Haine en air, pour toujours. 2 vies, un amour, pour toujours. 2 hommes, 2 histoires. Mais un seul amour, finalement. Parce que aimer Julien, ce n'était pas trahir Rémi. C'était prolonger l'amour que j'avais appris avec lui. C'était continuer à croire que, malgré la douleur, malgré les pertes, l'amour valait encore la peine. Il y a quelques semaines, je suis retournée au supermarché, celui où tout a commencé. Je n'y étais pas allée depuis des années. Trop de souvenirs, trop d'émotions. Mais ce jour-là, j'ai senti qu'il était temps. Temps de boucler la boucle. Temps de dire au revoir. Je suis allée au rayon des fruits, là où je l'ai vu pour la première fois. Là où j'ai cru que mon cœur allait exploser de joie et de confusion. Il n'y avait personne, juste moi, et les poires bien alignées sur leur étagère. J'en ai pris une, les soupesées, exactement comme Rémi me l'avait appris, exactement comme Julien le faisait. Il faut qu'elles aient du poids, Nadège. Sinon, elles sont sèches à l'intérieur. J'ai souri, les larmes aux yeux. Vous avez raison, ai-je murmuré. Tous les 2. Une dame est passée à côté de moi, m'a regardé bizarrement. Parler toute seule, à mon âge, ça doit sembler étrange. Mais je m'en fichais, parce que je n'étais pas seule. Pas vraiment. Rémi et Julien étaient là, dans mon cœur, dans mes souvenirs, dans chaque geste que je fais, dans chaque décision que je prends. Ils font partie de moi, pour toujours. Il y a des jours où la douleur revient, forte, brutale, sans prévenir. Des jours où je me réveille et où j'oublie, pendant 1 seconde, qu'ils ne sont plus là. Et puis la réalité me frappe, et je dois recommencer, accepter. Encore une fois. Mais il y a aussi des jours où je souris, où je ris, où je profite du soleil sur mon visage, où je savoure un café, où je lis un livre, où je regarde Théo courir dans le parc. Ces jours-là, je me dis qu'il serait fier de moi, qu'il me regarde, quelque part, et qu'il sourit. Elle a tenu sa promesse. Elle continue à vivre. Marguerite Bergeron est devenue une amie proche. Elle passe me voir 1 fois par mois. On boit du thé. On parle. De tout. De rien. Un jour, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Nadège, vous savez ce qui est extraordinaire dans votre histoire ? Non. Dites-moi. C'est que vous avez transformé un drame en cadeau. La plupart des gens, quand ils découvrent un secret comme celui-là, des jumeaux séparés, une adoption cachée, ils en font un fardeau, un regret, un si seulement. Mais vous en avez fait une opportunité, une chance, un nouveau départ. Je n'avais pas le choix. Si, vous aviez le choix. Vous auriez pu vous enfermer dans votre chagrin, refuser de voir Julien, le rejeter. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez accepté. Et ça, c'est du courage. J'ai souri. Ce n'était pas du courage. C'était de l'amour. C'est la même chose, non ? Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que l'amour et le courage sont les 2 faces d'une même pièce. Aimer, c'est accepter de souffrir, de perdre, de continuer malgré tout. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne regrette rien. Ni d'avoir aimé Rémi pendant 46 ans, ni de l'avoir perdu, ni d'avoir retrouvé son double dans un supermarché, ni d'avoir eu le courage de l'approcher, de lui parler, de tomber amoureuse de lui, ni de l'avoir perdu à nouveau, parce que chaque moment, chaque douleur, chaque joie m'a construite, m'a appris quelque chose sur moi-même, sur l'amour, sur la vie. Et aujourd'hui, je sais que rien n'est jamais vraiment perdu, que les gens qu'on aime restent avec nous, dans nos gestes, dans nos mots, dans nos souvenirs, que la vie peut être cruelle, mais qu'elle peut aussi être d'une générosité incroyable, que parfois, quand on perd quelque chose, on trouve autre chose, différent, mais tout aussi précieux. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre. De qui ? Je ne sais pas. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur, juste mon adresse, et à l'intérieur, une feuille blanche avec quelques mots écrits à la main. « Chère Nadège, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis la femme que vous avez aidée à ramasser ses clés il y a longtemps, avenue du Roule. Vous m'aviez parlé. Vous sembliez chercher quelque chose. Ou quelqu'un. J'ai appris, par les voisins, votre histoire.
celle de Monsieur Marchand, de son frère, de vous. Je voulais juste vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais dit. Votre histoire m'a redonné espoir. Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un, mon mari, il y a 5 ans. Et depuis, je survis. Je ne vis pas, je survis. Mais en apprenant votre histoire, j'ai compris quelque chose, que la vie continue, que l'amour peut revenir, sous des formes inattendues, et que ce n'est pas une trahison, c'est juste la vie. Alors merci. Merci d'avoir eu le courage de vivre, de ne pas abandonner, d'avoir montré au monde qu'on peut aimer plusieurs fois, et que chaque amour est unique, et beau, et important. Avec toute ma gratitude, une femme qui vous doit plus que vous ne le pensez. J'ai lu cette lettre 3 fois, puis je l'ai posée sur la table, et j'ai pleuré, des larmes de reconnaissance, de paix, de compréhension. Parce que si mon histoire, cette histoire étrange, douloureuse, magnifique, avait pu aider ne serait-ce qu'une personne à se sentir moins seule, alors tout cela avait eu un sens. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement lumineux. Je lis, j'écris, je passe du temps avec ma fille et mon petit-fils, je vois des amis, je vais au parc, je nourris les pigeons, je fais toutes ces petites choses qui font une vie, une vraie vie. Et parfois, le soir, avant de m'endormir, je parle à haute voix. Bonne nuit Rémi, bonne nuit Julien. Merci pour tout. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir appris ce que c'est que d'aimer. Vraiment. Et je ferme les yeux. Et je dors en paix. Parce que je sais que quelque part, d'une manière ou d'une autre, ils sont ensemble. Enfin, réunis. Ces 2 frères qui ne se sont jamais connus dans cette vie, mais qui, j'en suis sûre, se sont retrouvés dans l'autre et qui veillent sur moi. Qui me sourient, qui me disent « Continue Nadège, continue à vivre. Pour nous, pour toi, pour tous ceux qui ont besoin de croire qu'après la perte, il y a encore de la beauté. Si mon histoire vous a touché, si elle a éveillé quelque chose en vous, si elle vous a rappelé que même dans la douleur, il y a de l'espoir, alors je vous le dis, ne restez pas enfermés dans votre chagrin. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, acceptez ce que la vie vous offre, même si c'est étrange, même si c'est inattendu, même si ça ne ressemble à rien de ce que vous aviez imaginé. Parce que la vie, c'est ça, c'est accepter, c'est s'adapter, c'est continuer, et surtout, c'est aimer, encore et toujours. Moi, j'ai aimé 2 hommes, 2 frères jumeaux, et je ne regrette rien, parce que chacun m'a donné quelque chose d'unique, quelque chose d'irremplaçable. Rémi m'a appris à aimer pour la première fois, à construire, à bâtir une vie. Julien m'a appris à aimer après la perte, à recommencer, à croire encore. Et maintenant, je sais que l'amour ne meurt jamais vraiment. Il se transforme, il évolue, il trouve de nouveaux chemins, mais il reste, toujours. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.